toutes et à tous. Merci de votre présence. Peut-être que la quantité n'est pas là, mais la qualité est là. Et en tout cas, merci à toi, Denis, d'avoir répondu à cette invitation et d'avoir, de Paris à Reims, c'est pas très loin. C'est quand même très très pratique. Je mets moins de temps pour venir à Reims que pour aller voir ma mère en banlieue. D'accord. Donc voilà. On se voit aujourd'hui pour cette dernière rencontre littéraire de la saison, avant de reprendre un programme qui s'annonce déjà assez dense et chargé à l'automne, mais je n'en dirai pas plus. Je vous dirai peut-être tout à l'heure un petit peu, mais voilà. Pour Mariage pour tous, on avait déjà eu l'occasion, donc Mariage pour tous, la violence d'une conquête, triplement écrit, rédigé, coordonné par Arnaud Alessandrin, qu'on a accueilli il n'y a pas très longtemps, le 17 mai, pour ses enquêtes sur les discriminations LGBT-phobes dans la ville. Flora Bolter, qui travaille avec toi, si je ne m'abuse, à la Fondation Jean Jaurès, qui est venu aussi à Reims il n'y a pas très longtemps, à Sciences Po, et donc Denis, qu'on n'avait jamais eu l'occasion de recevoir. On se connaît depuis très longtemps virtuellement, et par d'autres réseaux associatifs, militants, politiques et autres, mais on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer, donc voilà, l'occasion est là. Donc co-directeur de l'Observatoire LGBTI+, de la Fondation Jean Jaurès, tu pourras peut-être en dire un mot de ce travail, et donc de cet ouvrage dans le cadre des 10 ans du mariage. Alors on avait déjà fait une première réunion au mois de mai, un peu autour du 10 mai de tête, avec notamment le fabuleux témoignage de Gérard, ici présent, qui était venu témoigner de son... Il n'y avait pas que toi, il y avait Daniel et Daphné, nos premières mariées rémoises par Adeline Hazan à l'époque, et d'autres futurs mariés, puisque Vanessa avait témoigné de son futur mariage. Et donc là, c'était plutôt un peu réunion, un peu d'anciens combattants, et de se remémorer les souvenirs d'engagement militant, et aussi de ce qu'Execo avait pu, la part qu'Execo avait pu prendre dans ce combat-là. Moi, à l'époque, j'étais adjoint au maire, donc un peu plus éloigné de ce combat, mais en tout cas présent dans les bus, dans le bus qui était parti. Et certains d'entre vous étaient présents à Paris. Je ne sais pas vous étiez présents à Paris ou pas? Non, vous n'étiez pas venus dans le bus à Paris. On avait fait un bus avec le PS. Dire, allez, tous à Paris pour soutenir la manif. Et donc là, aujourd'hui, une vision un peu plus intellectuelle, entre guillemets, en tout cas, voilà, on est sur un ouvrage écrit. On va le faire vraiment en discussion, vous connaissez, je lance 2-3 questions, mais n'hésitez pas à participer et à intervenir si vous le souhaitez. Déjà, comme d'habitude, question un peu... Alors, c'est quoi la Fondation Jean Jaurès? On va peut-être partir de là avant de... Alors, la Fondation Jean Jaurès, c'est un think tank, le premier d'ailleurs, en France. Donc c'est sur un modèle anglo-saxon, mais c'est grosso modo un réseau en fait. C'est une toute petite équipe, hein. Je crois qu'il doit y avoir 10 salariés à la fondation, mais c'est surtout un réseau de gens qui, comme Flora et moi, alors nous on est plutôt sur le versant militant, il y a aussi des universitaires, voilà, tout un tas de gens qui pensent sur tout un tas de choses, voilà, sur dans tout un tas de domaines, avec une double optique, le progrès social d'abord, et puis défendre la démocratie. Voilà, c'est les deux grands axes de travail de la fondation. Qui au départ inspirait un peu le Parti Socialiste, en tout cas qui avait été créé pour ça, un peu le cercle de pensée et d'alimenter la réflexion audience. C'est une histoire rigolote parce qu'en fait son siège, c'est l'ancien siège de la SFIO au moment où, donc l'ancien nom du Parti Socialiste, quand il était dirigé par Léon Blum, c'est le siège qui a été acheté dans les années 30, un peu avant le Front Populaire. D'accord. Et le fait que longtemps les partis politiques ont été sans statut en France fait qu'en fait c'était des propriétés, enfin il y avait des systèmes un peu baroques pour permettre à un organisme qui n'a pas d'existence officielle, c'est bizarre dans une démocratie, mais ça fait pas si longtemps que ça que tout ça est organisé, c'est depuis Rocard. Donc du coup il y avait des constructions juridiques un peu baroques
permettre quand même d'être propriétaire de locaux, de murs. Côté un organisme qui n'existe pas, d'être propriétaire de locaux que nous fréquentons donc de temps à autre et qui sont maintenant... Donc c'est à la fois intéressant parce que ça nous permet de rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait pas sans ça. Et puis c'est un appui, c'est-à-dire que c'est... parce qu'après il y a des partenariats avec des maisons d'édition, parce que comme il y a beaucoup de gens qui écrivent, voilà quoi. C'est un appui intellectuel et un appui technique, logistique. Enfin voilà, il y a une attachée de presse qui fait excellemment bien son travail et voilà quoi. Donc le but c'est de produire de la réflexion, de la pensée et éventuellement de publier derrière. Voilà, le but c'est de produire de la réflexion sur toutes les questions qui touchent, pour nous, pour Flora et moi, sur toutes les questions qui touchent à l'émancipation et aux droits des personnes lesbiennes, gays, bi, trans et plus. Parce que là c'est LGBTI. Et oui, c'est LGBTI. Vous avez choisi... On a rajouté le I en plus il n'y a pas longtemps, parce que c'est un sujet sur lequel on n'a malheureusement pas beaucoup travaillé, je le confesse, mais en revanche, c'est un vrai sujet préoccupant. Enfin, où vraiment, il y a des gros progrès à faire, parce que c'est incroyable ce qu'on inflige à des enfants. Le I étant pour intersexe. Pour repréciser pour tout le monde cette question-là. Voilà. D'accord. Et donc pourquoi cette production? Alors il y a les 10 ans bien entendu, on fait un anniversaire. C'est pour les 10 ans, mais en même temps on avait tous un peu ce sentiment sans trop se le dire, c'est-à-dire que on avait tous un peu un sentiment bizarre à l'égard de cet anniversaire. Bon, à la fois, ouais, effectivement, tiens, ça fait 10 ans, ça fait un contron, quoi. Et en même temps, c'est pas un truc qu'on avait envie de revivre, quoi. Enfin, on n'a pas de nostalgie par rapport à cette époque-là. Et quand Arnaud est venu nous voir et a commencé à nous parler, on s'est vraiment retrouvés très vite, quoi. Enfin, on avait cette même sensation-là. On n'avait pas la nostalgie de ce moment-là. Et en même temps, ça a été une étape majeure pour l'égalité des droits, pour la perception des personnes LGBT dans la société. Enfin, ça a été vraiment un point de bascule. Et donc il y avait cette enquête qui a été faite, cette enquête sociologique qui a été faite par des étudiants de l'université de Bordeaux, qui enquêtaient sur les souvenirs, les traces qu'avait laissé ce moment politique-là. Et ça nous a semblé intéressant parce qu'en fait, souvent, quand il y a un anniversaire comme ça, on exploite plutôt les souvenirs people, les gens connus qui disent « Ah oui, moi j'étais là, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, ok ». On refait l'histoire, mais... Oui, mais on refait l'histoire avec des gens qui sont déjà sur le devant de la scène. Et en fait, nous, ce qui nous a intéressés, c'est de nous intéresser à la société. C'est-à-dire savoir quelle trace ça avait laissé dans la société réelle, quoi, celle qui est faite de gens qui, je sais pas, à l'époque, ils étaient étudiants, lycéens, enfin, parce qu'il y a une partie sur les plus jeunes, et voilà, quoi, et de faire apparaître ça, quoi. C'est-à-dire que c'est pas l'histoire d'une société, c'est pas seulement l'histoire des gens qui ont une notoriété, c'est l'histoire de tout le monde. Enfin voilà. Et c'était la dimension qui nous paraissait intéressante. Et la conclusion est sans appel, et elle s'incarne dans le titre. C'est pas pour rien qu'on a choisi ce titre-là, La violence d'une conquête, parce que effectivement, ça a été extrêmement violent. Parce que vous le verrez si vous avez le plaisir de lire, et je ne peux que vous encourager. En fait, Alors après, on a fait un patchwork. Voilà, c'est une sorte de patchwork de textes, de différents textes. Il y a une enquête sociologique qui commence, ce que tu viens d'évoquer. On commence par cette enquête sociologique coordonnée par Arnaud. Donc on retrouve un peu ce qu'on s'est dit quand Arnaud est venu il y a 15 jours. Voilà, des chiffres, du pourcentage, le ressenti des uns et des autres, et on va pouvoir en reparler. Mais aussi des textes de chercheurs, d'universitaires, les carnets de recherche. Notamment Irène Théry qui écrit un très beau texte, mais aussi Johanna Dagorn qu'on devait avoir à Reims, mais pour des raisons de santé qui n'a pas pu venir avec Arnaud, sur les ABCD de l'égalité et toute la polémique. Donc ça permet de remettre aussi en perspective le contexte du vote de la loi.
et puis des regards artistiques, des paroles de militants, des paroles d'élus et de politiques impliqués dans ce combat. Et donc voilà, on peut piocher en fonction de ce qui peut nous attirer, telle ou telle partie, chapitre, texte, et c'est aussi ces différentes visions que moi j'ai trouvé extrêmement intéressantes. Ouais, tout à fait. C'est vraiment, on a assez vite aussi, d'ailleurs, on s'est dit, bon, il faut que ce soit quelque chose de, comment dire, c'est pas une œuvre personnelle, c'est pas le sujet, il faut que ce soit quelque chose où de partager, il faut que ce soit quelque chose qui soit pas seulement tourné vers le passé. C'est pour ça qu'il y a des contributions sur par exemple sur la perception des familles homoparentales, une contribution de Johanna Dagorn. C'est pour ça qu'on a été voir aussi des militants. Je pense à Fred Bladou par exemple, à d'autres, voilà, parce que c'était pour un anniversaire, et un anniversaire ça se fait pas tout seul, ça se fait en groupe, quoi, voilà. Et toutes ces paroles là, ça fait effectivement une série de petits textes. Il y a aussi les photos de Xavier Héroux, que vous connaissez peut-être, Xavier, il a travaillé à Tétu et YAG. Il a co-créé YAG d'ailleurs. Il a co-créé YAG et en fait, un jour, on voit, on n'avait pas pensé à lui au début, enfin on n'avait pas pensé à intégrer les photos au début. Et un jour, mais je sais plus, il y a un moment, enfin c'était assez tôt dans le chantier du livre. Il se rappelle que lui, il a commencé son travail de photographe de presse au moment de la bataille sur le mariage pour tous. On se dit, mais il faut qu'on lui demande à Xavier, parce que par ailleurs, il a beaucoup photographié nos combats et il les a rendus visibles, quoi. Et donc, il a évidemment accepté et il nous a... Oui, ça permet d'illustrer à un moment, voilà, toutes ces un petit cahier photo. Enfin voilà, c'est un livre fait de pas mal de contributions. À la fin, il y a une contribution, vers la fin, il y a une contribution assez historique de Patrick Bloch, qui revient un peu sur la période entre le Pax et le mariage. Sur le versant que lui connaît, c'est-à-dire comment ça s'est joué à l'Assemblée nationale, puisque tout ça a été une longue affaire et des longues discussions en coulisses. Voilà. Alors, j'ai aussi ramené d'autres productions, de Denis, cette incroyable histoire du Pax, que je peux aussi, je vous invite 20 ans après le récit. Donc là, c'était les 20 ans. Alors, est-ce qu'il y aura un 20 ans après le mariage ? Je sais pas. On ne sait pas. Ça, peut-être pas moi. Et puis, ce petit fascicule toujours à la Fondation Jean Jaurès sur la loi du 6 août 42. Et comment Pétain, un matin, décide que à nouveau l'homosexualité sera pénalisée si on simplifie juridiquement. C'est peut-être certainement pas le bon terme comme d'habitude, mais voilà. Et on est dans cette histoire-là. C'est aussi ça que j'ai trouvé intéressant. Alors aussi dans ta production et dans cette dans ce parcours de l'histoire de 42, en passant par le Pax. Et puis aujourd'hui, il y a 10 ans le mariage, récemment la PMA pour toutes. On est quand même dans cette histoire. Et est-ce que à travers tout ce travail que tu as fait sur ces différentes grandes étapes, il y a quelque chose un point commun ou quelque chose qui te surprend? En tout cas, il y a quelque chose qui me frappe. Alors d'abord, je trouve que c'est... moi, j'y étais à tâtons. Enfin, j'ai écrit un truc là sur le petit livret, enfin pas un truc, quand même pas non plus trop se dévaloriser, mais le petit livret sur la loi de 42, je l'ai écrit parce que je comprenais pas cette loi, en fait. C'est-à-dire, je comprenais pas comment, qu'est-ce qui leur était passé par la tête, parce que je la trouvais très mal foutue en plus. C'était un truc, c'était juste une différence de majorité sexuelle entre homo et hétéro. Enfin, je trouvais ça... Je me disais, un peu cyniquement, je me disais, bon, les Anglais, au moins, c'était un peu... C'était net, quoi. Les mecs, ils allaient en tôle, quoi. Donc, nous, c'était plus embrouillé. Plus alambiqué, un peu tortureux, Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ça, à lire la presse des années 30 et tout. Et puis des travaux d'historiens, de vrais historiens, parce que moi, je ne suis pas, mais... Et du coup, c'est intéressant parce que
En fait, ça permet de prendre conscience qu'on est à la fois, on s'inscrit, enfin, comment dire, il y a toujours deux dimensions. On vit dans une histoire courte et dans une histoire longue. Et je trouve que ces livres l'illustrent très bien. Enfin, 10 ans et un siècle, quoi. Enfin, grosso modo, pas tout à fait, mais voilà. Et puis voire plus d'ailleurs. Et donc voilà, il faut toujours essayer d'avoir les deux dimensions en tête parce que des fois, les évolutions, ça se joue pas sur 10 ans, ça se joue sur un demi-siècle, ça se joue sur... Enfin, voilà. Et alors, moi, je trouve que ce qui me frappe, c'est que la loi de 42, qui a été préparée en 1939, elle a été préparée entre gens qui se sont mis à discuter de qu'est-ce qu'ils pensaient de l'homosexualité. Voilà. Mais des gens qui, a priori, n'étaient pas spécialement concernés. Et si on prend l'autre extrémité historique, le mariage pour tous, il a été revendiqué et porté par des gens qui étaient pleinement concernés. Et je pense que c'est le gros... Évidemment, le gros changement est là. C'est-à-dire que les gens se sont affirmés, quoi. Alors que, effectivement, dans les années 30, il n'y avait pas d'organisation politique ni associative qui revendicative. Militante, engagée. Éventuellement, la parole des homosexuels était portée par Cocteau, Gide un peu plus tôt, mais bon, tout ça, ça fait pas apparaître une réalité sociale. La réalité sociale restait franchement underground, dirait-on aujourd'hui. Et le gros changement, et je trouve qu'il est là. Il est là. Et j'ai un peu coutume de dire, alors je le dis à la fin du petit bouquin sur 42, tant qu'on est visible, on est le problème des réactionnaires. Si on redevient invisible, on redevient notre propre problème. Enfin voilà, faut vraiment. La question de la visibilité sociale est importante. Faut vraiment. Et on voit bien d'ailleurs que les attaques aujourd'hui. Bon, je ne cite pas Poutine ou Orban, mais il faut voir comment leur angle d'attaque, c'est sur la propagande LGBT. Oui. C'est-à-dire que leur problème, c'est qu'il ne faut pas que ça se sache, il ne faut pas que ça se voit. C'est ça le truc. C'est ça qu'il est. Oui. Voilà. Et en France, l'extrême droite, c'est pareil. Ils ont créé un groupe de travail pour lutter contre la propagande LGBT. C'est le terme qu'ils emploient. Et la question, elle est bien là. C'est-à-dire que ça se cristallise autour de la question de la visibilité. Et c'est précisément le point sur lequel je pense qu'il ne faut pas lâcher. Alors c'est compliqué, mais voilà, tant qu'on est visible, on est pleinement dans la société et on est pris en compte. On est en capacité de peser. Si on redevient invisible, bah on pèse plus. On pèse plus, mais paradoxalement, c'est ce qu'on a peut-être aussi évoqué avec Arnaud et qu'on retrouve un tout petit peu là aussi, c'est entre guillemets et paradoxalement, le placard protège. C'est-à-dire qu'on a bien vu aussi une augmentation, comme là, on a reçu aussi SOS Homophobie oui. le 17 mai pour qu'ils puissent nous présenter le rapport annuel, avec l'augmentation de peut-être 38% d'augmentation des agressions à caractère homophobe cette année, homophobe et transphobe. Je ne sais plus si c'est LGBT-phobe ou si c'est pareil. Là, de tête, je l'ai plus, mais et ce que vous dites aussi, là, je ne sais plus qui le dit, mais peut-être bien Arnaud, vous, dans votre introduction, c'est 78% en 2013 ouais. D'augmentation dans le rapport annuel. Cet excès de visibilité, de revendication, de descente dans la rue, a son corollaire tout le temps, c'est les augmentations des agressions. Alors après, il y a... en fait, la visibilité, elle est collective. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas... Enfin, personne n'a vocation au martyr dans cette affaire. C'est sûr. Il ne faut vraiment pas... Et alors, moi, je me souviens, il y a un débat dans les années... C'était au début où je militais, donc dans les années 90, il y avait des restes de débats qui déchiraient le mouvement... LGBT qui a toujours été très composite et très il n'a jamais été uni, enfin, il n'y a jamais eu très en capacité de se déchirer. Il y a une appétence au déchirement qui est conséquente. Mais là, en tout cas, la querelle du moment, c'était ceux qui revendiquaient le droit à la différence et ceux qui revendiquaient le droit à l'indifférence. Et c'est vraiment, on se mettait des peignées épouvantables. Et moi, j'ai envie de dire, en tout cas aujourd'hui, je dirais que je ne crois pas que la question soit vraiment là, parce qu'on a tous besoin légitimement
d'indifférence. Ça s'appelle la vie privée. Et c'est un droit humain, la vie privée. Parce que sans ça, on devient fou si on n'a pas de vie privée. Si on n'a pas cette part qui n'est pas communiquée aux autres, hormis c'est très proche. Hormis c'est proche, ou ce qu'on souhaite nous communiquer. Mais c'est un droit humain, il faut vraiment en avoir conscience et le défendre en tant que tel. Et le droit à la différence, c'est quoi? C'est l'outil social dont on s'est doté pour peser, pour être pris en compte. Ouais. Mais c'est pas pour ça qu'on raconte nos vies. C'est juste que... Enfin, c'est pas pour ça qu'on raconte nos vies intimes. C'est-à-dire, ce qu'on dit juste, c'est « Oh les gars, on est là, on existe, et il va falloir faire avec nous ». C'est un peu ça l'articulation. Et alors, en effet... mais là j'ai pas de remède miracle. Le fait est que ça expose aussi. Ça expose. Parce que le placard il est pas protecteur, mais effectivement il est dissimulateur, c'est-à-dire qu'il permet mais il est pas protecteur parce que quand même. C'est assez triste. Oui, on en parlait tout à l'heure. On parlait par exemple du vécu de Pierre Zell que je racontais à Denis, qu'on avait reçu Pierre et Jean Le Bitou et autres, et que c'est quand même des vécus de souffrance où il s'est caché c'est impressionnant, plus de 50 ans de sa vie après ce qu'il a vécu. C'est quelque chose qu'on n'est même plus en capacité d'imaginer aujourd'hui. En tout cas, nous, enfin moi, qui suis pourtant pas un poulet de l'année, je vois pas comment... Enfin, aujourd'hui, on n'imagine plus cette vie-là. C'est-à-dire le fait d'être dans le secret, caché. D'être complètement dans le secret, Pierre Zell s'est marié... se marier, de faire des gosses, d'avoir des doubles vies. D'être conforme socialement, et puis de se débrouiller avec divers expédients pour quand même vivre ça. Et c'est quelque chose qui... Et ça, pour le coup, c'est un vrai progrès. Oui, ça, c'est un vrai progrès. Oui, Alex. Oui, j'ai une question justement pour mettre, on abordait tout à l'heure sur le cours pour l'appropriation notamment de la loi pour le mariage pour tous, il y a 10 ans, sur le court terme et le long terme, donc approche plus historique. Là j'ai l'impression qu'effectivement les personnes qui ont été militantes à cette époque se sont emparées pleinement du sujet et tout de suite, après qu'elle ait été promulguée, cette loi, on a vu cette vague d'utilisation de cet outil législatif qui permettait le droit à la différence, justement. Mais ce qui est paradoxal, moi ce qui me fait très plaisir avec l'écriture de cet ouvrage, c'est que j'ai l'impression qu'avec le temps, est-ce qu'il n'y a pas eu une appropriation inversée? Ça veut dire que c'était très présent au moment du mouvement militant, et aujourd'hui, honnêtement, c'est pas, je parle pour ma génération, c'est pas quelque chose qui est si évident et si central. Moi, je me souviens à l'époque où j'étais étudiant, je percevais ça comme la fin de certains deuils, le deuil de ne pas avoir le droit de se marier, etc., de la reconnaissance. Mais aujourd'hui, est-ce que vraiment, en termes de statistiques, est-ce que ça ne s'est pas essoufflé? Est-ce que c'est pas devenu, par manque de visibilité, justement de relance de visibilité, est-ce que il y a moins de mariages qu'à l'époque? Non, parce que je pense que c'est, et on l'a vu pour le Pax aussi, c'est des changements longs, parce que le rythme de la vie humaine, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est un rythme lent. La société, dans ses structures, elle change lentement, et il n'y a qu'un régime autoritaire qui peut la faire changer rapidement, et c'est pas bien. Enfin, c'est brutal. Mais donc ça change lentement. Mais le fait est que la diversité des familles, des couples, s'inscrit tranquillement pour ce qui est des couples, depuis le Pax, donc depuis un peu plus de 20 ans, et pour ce qui est du mariage, donc des familles, depuis 10 ans. Mais elle s'inscrit franchement, et de fait ça avance, parce que l'autre avantage de modifier la loi civile, c'est que c'est qu'une fois que vous l'avez modifiée, pour revenir en arrière, bonjour quoi. Parce que on peut toujours défaire une loi, mais ça veut dire qu'il faut créer un statut particulier pour les gens, parce que ça touche quand même au statut des personnes, le mariage, donc ça touche au patrimoine, sujet toujours très compliqué à ce pays. Donc voilà. Nous démarier, ça aurait été quand même compliqué, parce que ça aurait été assez compliqué. Tous les zigotos, comme tu dis, qui expliquaient qu'ils allaient abroger la loi. Ils disaient, c'était, à mon avis, c'était pas... Les juristes et les constitutionnalistes étaient plus dubitatifs, parce que ceux qui étaient mariés... Pour répondre vraiment à ta question, je pense que le changement, maintenant que les outils sont là, le changement s'opère dans la société, dans la réalité, quoi. Et là, pour le coup, il faut laisser un peu de temps passer.
Mais je suis persuadé que si on s'en reparle dans 20 ans, ce ne sera pas la même chose. Il y a certainement eu un appel d'air après la loi, c'est-à-dire que tous ceux qui attendaient depuis 10 ans, 20 ans, peut-être d'autres plus longtemps que ça, de pouvoir enfin se marier, d'avoir enfin cette liberté de choisir oui ou non, certes l'ont fait, donc c'est vrai qu'il y a eu une vague de mariage importante, et je pense qu'on est plutôt dans la normalisation. Oui, parce qu'en termes de chiffres, on évalue à la population LGBT, donc bi compris, on l'évalue à 9-10% de la population. C'est assez compliqué, mais c'est globalement... Les derniers chiffres qui sont sortis, c'est ça, c'est 9-10%. Nous, c'est ce qu'on avait aussi dans l'étude qu'on a fait à la Fondation. Voilà. Là-dessus, il y a 5% de gays et de lesbiennes. Enfin, je veux dire, sur les 9, il y a 5 points de gays et de lesbiennes. Et dans les mariages de couples de personnes de même sexe, il y a 3% de mariages de couples de personnes de même sexe, 4% de Pax de couples de personnes de même sexe. Donc on est à peu près dans le... Alors ce qui est assez rigolo, le petit clin d'œil, c'est que il y a plus de Pax homo que de mariage homo, parce que je pense que c'est le temps peut-être d'appropriation du truc, quoi. Mais globalement, voilà, on est un peu dans le... Enfin, ça rentre dans le... On est dans les normes. Voilà, ça rentre dans les usages, quoi, après... Mais par contre, c'est des évolutions un peu lentes, ouais, parce qu'il y a des gens qui... parce que ça marche aussi en termes de perspective de vie, c'est-à-dire que le gros changement de la loi sur le mariage, c'est que maintenant est inscrit dans la loi le fait que quand on se découvre gay ou lesbienne, on peut aussi, pas forcément, mais aussi se projeter dans un projet familial. Chose que des militants de ma génération n'ont pas connue. Moi, quand je me suis découvert gay ou lesbienne, enfin gay, n'importe quoi. Moi, je n'étais pas lesbienne, j'étais gay. Mais quand je me suis découvert gay, je ne me suis pas projeté dans un projet familial. C'était pas ça le truc de l'époque, majoritairement. Pourtant, la PGL existait déjà, enfin, allait exister. Mais voilà, moi, le projet familial se refermait. Enfin, c'était pas un sujet, quoi. C'était faire le deuil d'un certain truc. Voilà, un certain nombre. On passe à autre chose. C'était accepter son homosexualité, mais on faisait le deuil peut-être d'autre chose. Alors, c'était le deuil pour les parents aussi. Voilà. Ça, le deuil des petits-enfants. Alors moi, j'avais de la chance, parce que j'étais dans une famille nombreuse, donc les petits-enfants, la cage était déjà largement cochée par mes frères et sœurs. Donc Gérard ? Moi, je disais, c'était pas faire le deuil forcément. Non, mais c'était pas possible. Donc, c'était pas possible. Donc, il n'y avait pas ce projet-là qui était... Voilà, ça venait même pas envisageable. Aujourd'hui, il peut venir. Et c'est précisément ça, l'égalité des droits. Il peut venir. Oui. Et on verra bien ce qu'en feront les générations... qui viennent, et elles auront inévitablement raison. Ouais. Mais je pense aussi à l'accélération des phénomènes sociaux aussi. Ouais. J'avais 20 ans en 68. Ouais. Et les choses sont quand même pas mal accélérées. Et ça a été vraiment comme une pente ascendante. Ouais. Alors peut-être qu'avec le mariage, ça stagne un petit peu. Mais je trouve quand même au niveau de l'évolution des normes, à partir de 68, il y a eu quand même des choses importantes qui ont été... soulevés et qui ont permis... Mais c'est le moment... enfin, moi, il me semble que c'est un moment où on a commencé à envisager... où l'individu s'est affirmé. Et c'est pas mal, enfin, je veux dire, c'est pas l'individualisme, c'est l'individu. C'est-à-dire qu'à un moment... au lieu de considérer la société comme une masse, on a commencé à comprendre que c'était des individus qui interagissaient ensemble, quoi, et qu'il fallait considérer l'individu aussi, quoi. Et c'est tout ce chemin-là qu'on a fait. Enfin, je veux dire, nous, qu'est-ce qu'on a dit d'autre que, voilà, on est là, il faut faire avec nous, et puis c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, finalement. Et c'est vrai qu'il y a c'est fulgurant, enfin... Mais effectivement, et c'est ce qu'on voit dans ces trois... C'est un demi-siècle, et en un demi-siècle, on a retourné la table, quoi. C'est ce qu'on voit dans ces trois textes et dans ces trois ouvrages. C'est vraiment cette histoire qui est fulgurante, enfin, et ça va jamais assez vite, et pour nous qui sommes plus anciens, combien de fois on a débattu avec des gens un peu plus jeunes, ça. Mais oui, tout ça va jamais assez vite. Ouais. Ça va jamais assez vite parce que quand on est un couple de femmes et qu'on n'attend qu'une chose, c'est que la PMA arrive, parce que nous, notre projet, il est maintenant, il n'est pas dans 5 ans.
Surtout, alors en plus surtout pour surtout sur la PMA, on a avec bêtement perdu 10 ans. Voilà, je veux dire, on a perdu du temps, mais malgré tout, à une échelle d'histoire un peu plus moyenne, c'est quand même... Oui, c'est pas tant que ça, mais à l'échelle d'une vie humaine, c'est énorme. C'est énorme, 10 ans. Samir ? Ouais, non, je voulais poser une question qui n'a rien à voir, je suis désolé, c'est très peut-être un peu ailleurs. Je voulais savoir s'il était question aussi dans le manuel des mouvements qui sont LGBTQIA+, anti-mariage pour tous, et qui viennent s'opposer en fait dans une perspective intersectionnelle contre le patriarcat, contre l'ordre établi, etc. Et donc qui s'opposent également, je sais qu'aux États-Unis, il y a quelques mots, je ne sais plus comment ils s'appellent. Est-ce que c'est présent en France ou est-ce que la question a été... Moi, pas tant que ça. Les seuls mouvements anti-mariage pour tous, c'est les homoprétextes de la Manif pour tous, là, les Bougigo et autres. Voilà, c'est ça. Que j'ai pu repérer. Moi, il me semble qu'en France, il y a eu un consensus sur le fait... La question n'était pas... Enfin, comment dire il y a eu un consensus sur le fait, voilà, on ouvre un droit, c'est pas une obligation. C'est-à-dire que ceux qui veulent toujours pas se marier, on va pas leur jeter des pierres et ils se marieront pas. Il y a eu quelques... Et après, je pense par contre que le fait d'ouvrir le mariage aux couples de même sexe, effectivement, et l'opposition d'ailleurs était... Enfin, la controverse se situait à peu près là. Enfin, c'était ça le point douloureux pour les opposants, c'est qu'effectivement, en ouvrant le mariage aux couples de même sexe, on bouleverse un peu l'ordre patriarcal. Parce que l'ordre patriarcal, il est quand même fondé sur la différence des sexes dans le couple, et sur le pouvoir de l'homme sur la femme. Et la présomption de paternité. Et la fameuse présomption de paternité. On se ramène avec des couples de même sexe, ça change forcément. Ça aussi, c'est un changement qui va mettre du temps, et on peut aussi agir autrement pour que ça s'accélère un peu. Mais en tout cas, en soi, c'est un changement qui percute l'organisation patriarcale. Et je pense qu'une part de l'opposition au mariage pour tous tenait autour de ça. Il y a des gens qui sont accrochés à ce truc-là. Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques prises de position d'intellectuels ou de militants associatifs un peu des années 60, disant voilà pourquoi vous vous battez contre le mariage. Un mariage, c'est l'institution bourgeoise. C'est voilà tout ce discours un peu 68ard. Mais paradoxalement, c'est ce que disait aussi Héribon au moment du mariage de Bègle. Donc, je ne sais pas si on en parle un tout, je sais plus, je crois que c'est les militants du Gyrophare qui doivent en parler un tout petit peu. Et Héribon disait aussi, mais il n'y a pas plus de subversif qu'un couple d'hommes ou de femmes qui se marient. La subversité, la subversion, elle est là, elle n'est pas dans la normalisation ou l'embourgeoisement de l'homosexualité, elle est... Moi, je me souviens au début, quand je militais pour le PAX, quand on commençait, et je pense qu'on en parle, je me souviens plus très bien, mais je pense qu'on en parle dans le bouquin, il y a des vieux militants qui nous disaient, mais ça c'était dans les années 92-13, quand le contrat union civile n'intéressait personne. Il y a des vieux militants gays qui nous disaient « vous nous faites chier avec votre truc, on ne veut pas singer les hétéros ». C'était ça mais ça, mais c'est aussi parce qu'on est tous l'héritier de notre vie, quoi. Enfin, je veux dire, on a notre parcours, et puis on appréhende les choses en fonction de ce parcours-là, quoi. Et les gens qu'on rencontrait à l'époque, eux, ils n'avaient pas 20 ans, 68, ils en avaient probablement 30 ou 40, et voilà, leur vie avait été autrement, donc ils n'étaient pas prêts à accepter ça. On n'en a pas rencontré beaucoup, mais ça m'avait marqué, parce que moi, je m'étais dit, mais pourquoi il me dit ça, lui? Ça les a obligés à sortir un peu du placard. Voilà, ouais, peut-être. Une visibilité non, il restait dans le droit à la différence. Et puis, il y avait quelque chose... Il restait dans cette idée... Et puis, il restait aussi dans l'idée que... qu'on n'aime pas cette société, enfin voilà, que la question c'est pas de la changer, mais voilà. Bon. Il y a le combat politique derrière. Fondamentalement, je suis plutôt un réformiste, quoi. Enfin, j'ai pas de haine particulière pour les révolutionnaires, mais c'est pas ma came, quoi. Moi, je suis plutôt réformiste et je pense que voilà, la société, il faut la prendre, la changer autant qu'on peut, il faut la tirer dans le bon sens autant qu'on peut, et puis. Parce que bon, après les mouvements brutaux, il y a toujours des retours de bâton, enfin bon, c'est autre chose, quoi. Mais il y avait aussi ça, mais c'est aussi, cette posture-là très, très, très raide, elle était aussi le fruit de leur histoire sociale. Enfin, je veux dire, ils étaient violemment expulsés de la société, quand même.
on pouvait pas être fonctionnaire, on pouvait pas. Enfin, si on se faisait attraper, on pouvait pas être fonctionnaire. Ça pouvait être compliqué de louer un logement. Enfin, on était vulnérable de ce point de vue-là. C'est quand même grave. Enfin, la vulnérabilité de l'habitat, c'est quand même un truc. Enfin, c'est rude, quoi. Enfin, voilà, quoi. Donc, que ça produise des gens qui sont très. La société nous aime pas et on lui rend bien. C'est pas complètement étonnant, quoi. Je voulais revenir sur justement l'évolution de la société depuis 10 ans, depuis le mariage pour tous. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a pas mal de personnalités politiques qui s'étaient officiellement contre, et qui maintenant regrettent, et même pour qui c'est défavorable. Le fait d'avoir été contre. Ah bah oui. Vous en avez un exemple merveilleux à Reims. C'est quand même, je trouve que c'est quand même une belle avancée. Ah bah oui, alors moi je trouve que c'est une belle avancée et c'est un beau signal que... Parce que tu étais contre le mariage. Ah bah oui. Tout à fait. Donc maintenant tu dis à tout le monde. Mais après, c'est vraiment une belle avancée que ça devienne un élément pas assumable. C'est-à-dire que parce que les pseudo-confessions de Darmanin, c'est juste parce qu'il a envie de devenir Premier ministre. Hein, c'est pas, ça traduit pas sa sincérité. Et ce qui est arrivé à Catherine Vautrin est plutôt cocasse. Enfin, la nationalité a changé de camp. Voilà, c'est ça, exactement. C'est le politiquement correct qui a changé de camp, qui a basculé. Ça, c'était. Parce que c'est aussi quelque chose. C'est aussi quelque chose qui ressort dans les. C'est pour ça qu'on a enfin, dans l'enquête sociologique, c'est. Enfin, il faut que tout ce monde-là comprenne aussi. Alors bien sûr, très bien, on accueille. On prend les changements d'avis, il n'y a pas de problème, on prend tout. Mais il faut quand même que tout le monde comprenne qu'ils se sont essuyés les pieds sur la vie des gens, quoi. Enfin, on a dit des choses, et on continue à dire des choses absolument effroyables sur les familles homoparentales qui existent. Enfin, déjà, elles existent depuis les années 90. Elles se sont organisées, la PGL a été créée en 86. L'association des parents gays et lesbiens. Donc ils ont commencé à militer à cette époque-là, en 86, quoi. Donc moi, c'est un truc qui m'a frappé, c'est qu'il y a une copine qui m'avait raconté que donc qui était en couple avec une femme et qui ils avaient une petite fille ou un petit garçon. Non, c'était la fille. Et qui avait 8-9 ans au moment du mariage pour tous. Et avant, et qui entendaient des trucs horribles, c'est interdit et tout, et qui leur demandent « Mais vous allez aller en prison ?» Bah pourquoi ? Bah parce qu'on dit que l'homosexualité c'est interdit. Et c'est ça, hein, l'effet du débat du mariage pour tous, c'est que comme les familles existaient déjà, il a fallu expliquer en famille que non, là les gens que vous voyez à la télé, c'est pas normal. Enfin, c'est vraiment, il fallait faire comprendre cet instant politique violent, on emploie cette expression-là, mais voilà, il faut vraiment le faire comprendre parce que ça vaut en plus pour tout un tas d'autres débats. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on discute de destinée humaine, quand on discute je sais pas moi, d'augmentation de salaire, d'augmentation, de baisse des impôts, c'est des sujets qui sont désincarnés. Quand on discute de destinée humaine, quand on va bientôt parler une énième fois d'asile et d'immigration. On parle de gens, de gens qui existent, qui sont là, quoi. Donc faut juste faire attention à ce qu'on dit, quoi. Et bon, je sais bien que c'est une quête qui est un peu vaine, mais c'est pas parce qu'elle est vaine qu'il faut lâcher l'affaire, je trouve. Il faut à chaque fois redire et retendre ce miroir-là à tous ceux qui ont toujours des positions très radicales sur ce que doivent faire les autres. Voilà, faut leur retendre un peu ce miroir en leur disant « ça suffit », quoi. On ne parle pas comme ça de nos semblables. Dans l'enquête, il y a une des questions, c'est en 2013, des manifestations étaient organisées contre le mariage. 7 ans après, cela vous fait penser à... Et pour 68%, c'est des souvenirs désagréables. Ouais. 68% de la peur, de la crainte, de l'injure. 7% des souvenirs plutôt agréables, joie, fierté, etc. Et 25% mitigés, mélangés, les deux à la fois. C'est quand même étonnant. En moyenne. C'est quand même étonnant. Ça dit bien le vécu, la perception pour une victoire
symbolique majeur. Oui. Enfin, on devrait avoir des étoiles dans les yeux en s'en souvenant, en se disant ah mais quand même quelle avancée et tout, et en fait non. Ça ne concernait pas les gens qui étaient contre en plus. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus les mecs ils donnaient leur avis sur un sujet sur lequel on leur demandait pas quoi. Enfin, parce que ça a rien retiré à personne cette affaire. Non mais c'est vrai qu'on a des souvenirs. Ça a même apporté à tout le monde puisqu'on a changé. Il y a eu deux changements qui ont été glissés dans la loi parce que les maires le demandaient. Le premier, c'est que enfin, ça, c'était pas les maires qui le demandaient, mais c'est qu'on peut choisir la commune où on se marie librement. Et la deuxième, c'est qu'on a changé les articles du Code civil qui sont lus. On a retiré l'obligation de lire l'article sur les dettes et le surendettement, machin, parce que tous les maires disaient non mais c'est infernal ce truc, ça plombe l'ambiance à chaque fois. Je l'ai fait pour avoir été adjoint au maire. Exactement. Quand je célébrais des mariages et de me taper un pavé comme ça sur au-delà de la solidarité au sein du couple, sur les dettes, en cas de dette, en cas de machin, etc. Soi-disant le plus beau jour de la vie du couple. Dernier article, tu prends ça, il y avait et le pavé d'avant c'était sur l'autorité parentale et autres qui étaient quand même deux gros pavés. Et donc ça c'est des changements qui étaient dans la loi mariage pour tous, quoi. C'est-à-dire que donc ça a même apporté à tout le monde. C'est-à-dire que non seulement ça n'a rien retiré, mais en plus il se trouve que ça a apporté à tout le monde. Et que effectivement après les changements d'avis, ils sont tellement évidents. Mais je me souviens d'une maire d'une petite commune de la région Centre qui a dit à un copain. Mais je comprends même pas comment j'ai pu signer une pétition contre ce truc, quoi. Parce qu'elle venait de célébrer un mariage de femmes. Et elle dit, voilà, il y avait des familles, ils étaient contents, ils étaient là, ils étaient avec leurs potes, et puis ça s'est mis, puis voilà, quoi. Et donc, quand on est face à la réalité, la plupart, quand même, retrouvent le sens commun, quoi. Enfin, c'est un mauvais jeu de mots, et conviennent que voilà, c'était pas du tout ce qui en a été dit, quoi. Et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'à un moment, il y a les traces, elles restent, alors surtout en politique, surtout maintenant avec Twitter et tous les réseaux sociaux, de toute façon, même avec la télé, les archives sont là, on pourra toujours ressortir, mais il y a 5 ans, il y a 10 ans, vous avez dit ça, etc. Ça, c'est... On a tous des captures d'écran, des tweets de Darmanin. Et des élus, de se dire, mais comment des élus, à un moment... ou alors c'est très courageux, c'est je vais au bout de mes convictions, dire bah voilà, je suis contre, ou je soutiens telle proposition, ou je suis contre telle proposition, etc. Bon, la plupart des élus, ils étaient quand même très oula, je me monte pas trop, moins j'en dis, mieux je me porte, et puis comme ça, après, en fonction de... Mais il y a toujours eu un bout de la droite, mais ça c'est un point commun, pas que c'est au mariage, il y a toujours eu un bout de la droite qui s'est dit je tiens une bonne affaire si je m'y oppose. Et puis, il y en a quelques autres qui se sont dit ça peut être casse-gueule cette affaire. Mais il n'y en a pas tant que ça qui se sont dit ça peut être casse-gueule. Ils se sont quand même tous précipités à la manif pour tous. Enfin, je veux dire, les mecs, ils étaient devant sur la banderole avec l'écharpe et tout, quoi. Et mais en même temps, quand on écoute les confessions des repentis, là, tous ils disent, alors enfin je sais pas, Copé il dit mais c'était pour préserver l'unité de l'UMP, tel autre j'ai oublié qui dit mais c'était parce que oui tiens Béchu là, le maire d'Angers là, l'ancien maire d'Angers là, le ministre de la transition écologique là, qui n'est pas resté longtemps. Il est toujours, mais on l'oublie un peu parce qu'il n'est pas super efficace. Mais qui dit oui, mais on sortait de la primaire et tout, et on a envie de leur dire oh les gars là. Moi, je m'en fous de l'unité de l'UMP et de la primaire. Vous parlez de la société française, ça vous intéresse ou pas, quoi? C'est nos vies, quoi. C'est quand même fou. Les mecs, ils expliquent aujourd'hui qu'ils étaient contre un truc où ils n'avaient pas compris, mais pas du tout sans aucun rapport avec la réalité sociale dont qu'ils sont censés prendre en charge, quand même, ces élèves. Bah voilà, c'est ça. C'est la petite manipulation politique avant la grande histoire de ça, ou d'autres histoires ou d'autres élus qui disent bah oui mais je voulais voter pour mais le parti m'a dit non mais m'a menacé que j'aurais pas l'investiture au municipal si je me prononçais, si je me positionnais pour, donc je n'ai rien dit. Voilà, on a cette autre histoire à Reims par rapport
pas Catherine Vautrin, mais notre autre maire, Arnaud Robinet, qui dit que c'est son discours. Oui, j'étais pour, mais bon, voilà, je voulais l'investiture au municipal, donc on m'avait fait comprendre que si je prenais position, je ne l'aurais pas. Bon. Oui, pardon, c'est nos petites histoires locales. C'est très intéressant. Non, c'est simplement pour revenir, c'était très intéressant de dire qu'effectivement, à l'époque, pour eux, c'était pas une perception de deuil, parce qu'effectivement, il n'y a pas le droit, en fait, derrière. Donc, oui, donc ça vient même pas en... Là, peut-être, ça se pose, mais en fait, il y a eu une telle accélération, effectivement, en 20-10 ans, effectivement, entre le pacte, le mariage pour tous, puis après, le droit à l'adoption, etc. Comment dirais-je est-ce que maintenant, justement, pour une génération plus jeune, maintenant vu qu'il y a ce cumul, cette espèce de package avec le pacte, le mariage, et puis la possibilité d'entrer en parentalité, qui est très compliquée, déjà ne serait-ce que pour un couple de femmes, un couple d'hommes, en fonction des process qui sont suivis, est-ce que quelque part, ça ne peut pas être un frein sociologique qui explique un ralentissement, un essoufflement par exemple des mariages, de se dire oui mais on parlait des finalités, ok, mais plus qu'on a plus de droits, on aimerait avoir le tout en fait. Et comme on sait qu'on ne peut pas aller facilement jusqu'à la fin du processus, par exemple accéder à la parentalité très facilement, est-ce que ça ne rebute pas quelque part d'entamer en fait le cheminement Alors moi je crois qu'il y a plusieurs choses. Alors d'abord, en effet, sur la question de l'adoption, sur la parentalité, il y a deux problèmes. L'adoption, la PMA. L'adoption, ça a été, il y a 70 000 couples homo mariés depuis 10 ans. Il y a eu quelques centaines d'agréments d'adoption accordés. Donc là, il y a un sujet. Faut voir un peu. Il y a trop d'écart en fait. Je veux bien que tous les couples n'aient pas envie d'avoir d'enfants, mais quand même, là, ça fait. L'autre question, c'est la PMA, l'accès concret à la PMA qui reste quand même très compliqué. Et là, voilà. Et après, il y a tout ce qu'on découvrira, tout ce que découvriront les sociologues plus tard, en regardant comment ça se passait. C'est-à-dire, parce que moi je crois, en fait, je pense pas qu'on puisse, comment dire, dans les 50 ans dont on parlait là, il y a eu un autre changement majeur dans la société, c'est que l'enfant est devenu un projet. Jusqu'à l'autorisation, jusqu'à la légalisation de la contraception, l'enfant, c'était, ça arrivait quand ça arrivait. On ne maîtrisait pas toujours le calendrier. Plus subi que... Et on ne maîtrisait pas non plus la quantité d'ailleurs. On pouvait se retrouver avec des familles nombreuses alors que ce n'était pas le projet. Depuis la légalisation de la contraception et la légalisation de l'IVG, avec tous les sujets qui restent aujourd'hui, de fait, dans la tête des gens, le fait d'avoir un enfant est devenu un projet. Et c'est très bien. Ça, c'est un vrai progrès. Et c'est un projet d'adulte, c'est un désir, voilà, très bien. Et je pense, en revanche, pour revenir à ta question, parce que j'ai fait un long détour, mais voilà, c'est que on ne peut pas lutter contre un désir comme ça. Si les gens ont des projets d'enfants, ils se débrouilleront, ils ne feront pas n'importe quoi, mais ils se débrouilleront. Moi, je connais des gens qui ont fait des projets de coparentalité et puis qui arrivent avec les dispositions, avec la loi telle qu'elle est, de sécuriser l'avenir de l'enfant et en même temps voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on découvrira après des usages auxquels on n'avait pas pensé et qui font que les familles adviendront quand même, malgré les embûches qu'il y a, malgré le fait qu'il y a très peu d'enfants adoptables en France aujourd'hui. C'est un fait, et c'est un fait plutôt heureux, parce que c'est quand même globalement, voilà. Donc du coup, ça simplifie pas les affaires, mais les gens trouveront d'autres moyens, voilà, j'en suis persuadé. Mais ça, on le décortiquera après. Et en termes d'adoption, parce qu'on sait qu'en France, alors, il y a toute une procédure qui est longue pour l'adoption, mais il y a aussi le fait que beaucoup d'enfants placés, les parents n'ont pas été déchus de leurs droits parentaux, ce qui explique qu'ils ne sont pas adoptables. Est-ce qu'on sait actuellement, en termes de proportion sur le nombre de familles de même sexe qui ont adopté,
combien ont été adoptés en France et combien ont été adoptés dans un pays étranger. À l'étranger. Alors ça, j'en sais, moi j'en sais rien en tout cas. J'ai pas de chiffres là-dessus, mais ça doit bien exister quelque part. Ce que je serais assez curieux de voir, parce qu'il y a quelques pays, mais pas beaucoup, mais notamment la Russie, qui avait dit après le vote de la loi, qui ouvrait le mariage et l'adoption aux couples de même sexe, qui avait dit terminé. Je voudrais juste vérifier que c'est le cas. Enfin, je sais pas. Si, c'est le cas. C'est le cas ? D'accord. Mais effectivement, il y a un certain nombre de pays qui avaient, après le vote du mariage, avaient dit c'est terminé, nos enfants ne seront plus adoptés par des Français. Mais une grande partie. Mais d'une manière générale, l'adoption internationale, elle est en perte de vitesse pour tout le monde et pour quel que soit le couple, que ce soit homo ou hétéro. Et parce qu'il y a aussi beaucoup d'études sur cette question de l'adoption et du suivi des enfants et autres. Et c'est pas spécifique au couple homo, à l'homoparentalité. Ça, c'est l'adoption au sens large du terme. En plus, il y a eu des vraies sorties de route de certaines structures. Enfin, Moi, je me rappelle que le premier avoir été en contact avec le Conseil des familles du département de la Marne qui donc accorde l'enfant à l'adoption à un couple et notamment alors avec des divergences d'opinion au sein de ce conseil de famille, certains étaient contre foncièrement que de donner eux-mêmes un agrément à un couple homo de garçons, en particulier plus les garçons que les femmes, toujours avec cette vision et ce regard de la maternité. Les enfants, c'est les femmes. Les enfants, c'est les femmes, donc bon, sur 2 femmes, pourquoi pas. Et alors 2 hommes, il est hors de question avec tous les fantasmes qu'il pourrait y avoir derrière. Et notamment d'autres personnes favorables et qui me racontaient, mais on a eu pour la première fois dans le département de la Marne la proposition d'adoption à un couple de garçons d'un enfant. Et ce couple de garçons a refusé parce que, entre guillemets, comme tous les couples, ont cette possibilité-là, parce que l'enfant trop âgé ou peut-être atteint d'une maladie grave ou autre, etc. Et que ça a offusqué un certain nombre de personnes de ce conseil de famille en disant « après tout nous avoir fait chier à vouloir revendiquer et avoir l'adoption, et maintenant en plus ils se permettent de refuser les enfants qu'on leur donne à l'adoption ». Vous voyez ce décalage qui était intéressant de compréhension. Alors ça peut être, enfin j'espère que les choses vont évoluer parce que c'est aussi, parce qu'effectivement il y a quelque chose de l'ordre de dans la démarche d'adoption, à l'égard des parents adoptants, les autorités se placent aussi des fois dans une position de charité. C'est genre, vous ne pouvez pas avoir d'enfants, allez hop, voilà. Donc du coup, prenez ce qu'on vous donne. Prenez ce qu'on vous donne, et puis en plus, on vous dit rien. Adopter un enfant, ça n'est pas avoir un enfant, ça n'est pas singer la biologie, c'est pas la même chose, c'est un autre projet. C'est pas un projet qui est moins bien, c'est un autre projet. Les enfants qui sont adoptés, ils arrivent, ils arrivent déjà avec un petit bagage, avec leur histoire, avec des fois il peut y avoir une histoire, ça peut être une histoire douloureuse, des traumatismes et tout. Voilà, tout ça se gère. C'est pas la même chose que d'avoir un enfant. Voilà, c'est tout. Et ça serait bien que. Et moi, je trouve que la réaction du couple, elle est légitime. Enfin, t'es pas forcément tout terrain. Et puis, il vaut mieux le reconnaître à ce moment-là que de pas le reconnaître et puis après d'être dépassé par les événements, de faire n'importe quoi parce que tout le monde perd. Enfin, je veux dire, les parents perdent, l'enfant perd. Enfin, voilà, je trouve que c'est plutôt. Parce qu'on voit aux États-Unis, on rend l'enfant à cette possibilité que certains États américains donnent. Oh bah non, ça se passe mal, on vous le rend. Autant violent. Je trouve que c'est très légitime et très responsable de leur part d'avoir dit non, nous on n'est pas. Mais ça offusquait un certain nombre de membres du conseil. Mais parce qu'ils pensent pas, parce qu'effectivement ils avaient cette vision charitaire, charitable, etc. Ouais. Mais en France, il y a quelques années, un couple homo-femme ne pouvait pas adopter. C'était tout un problème. Alors qu'une célibataire femme pouvait facilement adopter. C'est le moyen
qu'un grand nombre de couples ont utilisé. Bah C'était que donc fallait cacher une partie de sa vie, se déguiser en faire célibataire, semblant, se déguiser en célibataire pour faire semblant. Et il y en a beaucoup. Tu vois. Une célibataire peut adopter, pas un couple. Et moi, je suis un vieux célibataire, donc j'ai pas besoin de me déguiser. Mais c'est ce que disait d'ailleurs Christine Boutin à l'époque où la Manif pour tous, parce que on n'en parle pas, mais elle est quand même présente dans cet ouvrage, forcément, même si, bien entendu, c'est pas le cœur du travail. Mais la Manif pour tous, voilà, c'est ce que disait Boutin, c'est de toute façon, moi je suis contre l'adoption tout court, que ce soit pour les homos, les hétéros et les célibataires, parce que l'argument, moi-même je l'ai utilisé, mais je dis, vous êtes contre l'adoption pour des couples homos, mais parce qu'il n'y aura pas d'altérité homme-femme, mais dans ce cas-là, pourquoi les célibataires ont le droit d'adopter en France ? Bah oui. Ah, de toute façon, et donc la réponse après est venue. Au début, ils étaient un peu embêtés, et après la réponse a été, de toute façon, je suis contre aussi l'adoption pour les célibataires, parce qu'il n'y a pas d'altérité non plus homme-femme, et que la seule adoption, ça peut être un papa et une maman. Donc, ils ont vraiment du mal avec le fait que... Au fond, je crois qu'ils ont vraiment du mal avec le fait que l'humain est un animal social. C'est-à-dire, ils sont toujours cramponnés à une indépassable biologie qui est largement dépassable. Enfin, et puis en plus, à la nature. C'est une culture particulière. Le cercle familial restreint, femmes, des enfants, c'est récent. Il y a plein d'autres cultures. Mais oui, en plus, tout le monde s'est usé à leur expliquer que, de toute façon, l'altérité, s'il ne la trouvait pas dans le couple parental, il la trouvait dans l'entourage immédiat. Et en fait, oui, il manquait un petit peu de largeur d'esprit, même pour l'humanité en général. Et on avait réussi à trouver, d'ailleurs, pendant le débat sur le mariage pour tous, je me souviens, Erwan Binet m'avait dit il faut qu'on fasse témoigner des enfants d'homoparents, parce que maintenant on grandit dans une famille homoparentale, et effectivement on avait trouvé, il y avait une petite association, et voilà, puis c'était des jeunes adultes qui disaient cool les gars, quoi, nous c'est bien, on a bien grandi, c'était très bien, voilà quoi, il y a pas de sujet, quoi. C'est ce qu'on a fait pour le conseil de famille de la Marne, c'est-à-dire qu'ils ont eu une journée de formation sur l'homoparentalité, et le pire c'est que pour des histoires de subventions de machin, c'est Execo qui a servi de boîte aux lettres pour que la collectivité, le département de la Marne, puisse accorder cette subvention pour former le conseil de famille de la Marne. Parce que ça pouvait pas sous l'UDA, parce que il y a un truc. Donc c'est quand même Execo qui a servi de boîte aux lettres pour la subvention. Et il nous avait demandé. Et donc c'est le fils de Daniel et Dominique. De Dominique et Guylaine, qui avait été témoigné au conseil de famille, qui était majeur, mais qui avait grandi toute sa vie avec Guylaine et Dominique, et pour aller témoigner au conseil de famille de la Marne. Donc comme quoi, voilà, il y a de temps en temps, et ça c'était il y a 7-8 ans, quoi. C'était pas... Mais on a il y a eu d'autres, il y a un problème au conseil de famille de Seine-Maritime, par exemple, qui a été lourd, et je pense qu'il y a d'autres résistances encore. D'un département à l'autre, tu n'auras pas la même... Ça, c'est une forme d'inégalité. Mais ça, c'est quand même... Dans un pays qui professe l'universalité et l'égalité entre toutes et tous. J'ai un problème avec cette loi qui s'applique à géométrie variable suivant les lieux, quoi. C'est quand même emmerdant, c'est quand même ennuyeux. Alors, c'est une question ouverte. Ouais. Parce que je sais qu'il n'y aura pas les stats forcément, mais je me demande si aujourd'hui, l'opposition pourrait avoir. Il y a des jeunes, je veux dire, dans la trentaine de notre génération, qui sont homophobes, ou en tout cas, même s'ils ne sont pas homophobes, opposés à l'homoparentalité. Est-ce que quelque part, alors à l'époque, c'était peut-être se sentir dépossédé de quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui on a des chiffres sur, par exemple, si on faisait un prorata sur les mariages hétérosexuels, les mariages homosexuels, on dit que les divorces augmentent. Si on faisait un prorata, est-ce que c'est pas quelque chose où il y a plus de divorces dans les mariages hétéros et mince, dans les mariages homosexuels, ça reste. Donc ça serait plus qu'on est dépossédé, mais que, entre guillemets, en grosses guillemets, ils font mieux ou ils le gèrent mieux. Je pense que non. Enfin, j'ai plus les. Je pense. Alors, il y a toujours parce que c'est une loi récente. Enfin, 10 ans, c'est pas tant que ça. Et surtout pour apprécier les statistiques sur les divorces, il faut un peu plus de temps en fait. Mais je pense que globalement, les couples homos sont des couples hétéros comme les autres.
A priori, il y aurait autant de divorces. Je pense qu'il y a, parce que c'était une question ouverte. Ouais, non, mais tout à fait. Mais je crois pas qu'on ait beaucoup de surprises là-dessus, quoi. Enfin, et c'est bien normal, et c'est pour ça qu'on a créé le divorce, d'ailleurs. Et c'est peut-être un peu tôt, parce que... Mais là, effectivement, en tout cas, c'est tôt pour avoir des chiffres, parce que... bon, alors, il y a un premier pic, je crois que il paraît que la première année peut être fatale à un mariage. Bon, soit. Mais après, il y a d'autres rythmes dans la vie qui fait que on peut divorcer aussi après 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage. Bon, mais sauf que ça, faut que le temps s'écoule pour qu'on puisse en juger. Mais je pense qu'on constatera des taux assez similaires, en fait. Puis, encore une fois, le mariage, il y a 10 ans, c'est peut-être pas la même chose. Si je prends nos exemples, avec Samir, ça faisait 5 ans qu'on se connaissait, on s'est mariés là, alors que Gérard et Christian, ça faisait 40 ans qu'ils se connaissaient. Donc la vie de couple, mariage ou pas mariage, c'est pas ça qui allait changer. Certainement pour eux, ça avait peut-être moins, je sais pas, d'enjeux ou autre que... Augmenter les statistiques. C'était augmenter les statistiques. Et t'as pensé à la pension de réversion, surtout. Mais... je pense que ces chiffres, on est trop tôt, 10 ans c'est trop tôt, parce que dans ces 10 ans, il y a eu plein de mariages de couples ça faisait 40 ans qu'ils étaient ensemble. Ouais. Donc c'est pas eux qui vont, a priori, c'est peut-être pas eux qui vont divorcer. Mais ils se sont plutôt mariés au début, parce que... Et ils se sont mariés tout au début, les 2 premières années. Les 2 premières années où il y a eu... Il y a eu le rattrapage de, peut-être... Voilà. Et puis après, d'autres couples, voilà... On a eu d'autres témoignages ici à Execo de gens qui se sont mariés, qui ont divorcé, puis qui se sont remariés, et puis comme n'importe quelle vie de couple, une vie sentimentale. Un des inconvénients du mariage, c'est que j'ai promis d'arriver à l'heure. Et qu'il va falloir que tu y ailles. Un des inconvénients du mariage. Je ne dirai pas le reste. Donc, j'y vais. Oui, allez-y, monsieur Merci. Gérard. De toute façon... Tu pars Oh, alors, on t'aura pas eu longtemps. Le sujet, c'est pas moi. Merci encore. Salut Gérard. Et l'avenir alors, puisqu'on va s'orienter, il y a eu la pénalisation, la dépénalisation, le Pacs, le mariage, la PMA. Alors, les opposants nous ont toujours promis, et finalement ils avaient raison quand ils disaient au moment du Pacs, oui, mais après le Pacs il y aura le mariage, et après le mariage il y aura la PMA, et après le mariage il y aura la GPA. La Manif pour tous et Boutin, depuis 20 ans, a raison dans son discours. Ils avaient raison, mais ils ont perdu. Mais ils avaient raison. Ils avaient raison. Effectivement. Mais on savait que nous, c'est ce qu'on attendait aussi. Voilà. Nous, côté militants et associations. Tout à fait. À l'avenir, je sais pas, moi je crois qu'il y a quand même quelque chose qui se joue, qui est important. Autour de la question du genre, ça me paraît... c'est important parce que ça joue d'abord sur le fait que... Enfin, dans nos combats, la première chose à laquelle on pense, c'est la situation des personnes trans, mais ça joue aussi sur l'émancipation de la femme, et ça joue positivement sur l'émancipation de la femme, sur le fait qu'on sorte qu'on essaye de sortir un peu plus de cette espèce de truc où la femme est biologiquement ceci, biologiquement cela. Alors oui, d'accord, il y a des différences biologiques entre l'homme et la femme, pas de problème avec ça. Voilà, mais tout ça n'induit pas des rôles sociaux particuliers, tout ça n'induit pas une domination de l'un sur l'autre, enfin voilà, c'est tout. Et si on progresse dans ce domaine-là, la société s'en portera beaucoup mieux, me semble-t-il, et les individus qui la composent également, d'ailleurs. Mais... C'est toujours une question. C'est par rapport aux enfants, des couples homo, pas prendre homo, puisque. Et quand il y a des enfants, il y en a une qui va le porter, par exemple, et puis tout. Est-ce que c'est facile pour l'autre de pouvoir donner aussi son nom? Est-ce que ça se fait maintenant facilement? Alors c'est une part de faiblesse de la. Alors si, pour donner son nom, faut être marié. Mais et alors d'ailleurs ça aussi, c'est la loi mariage pour tous qui a organisé l'affaire, puisque c'est un usage qui est apparu
dans les années 90, ça, le coup d'accoler le nom de ses deux parents. Avant, on était dans le système patriarcal où on avait le nom du père, etc. Et du coup, il a fallu organiser un peu les choses. En tout cas, c'était je crois que c'est le ministère de la Justice qui a dit, bon, peut-être ce qu'on va dire, c'est que on peut mettre deux noms. Alors, par défaut, c'est dans l'ordre alphabétique. Mais par contre, on ne rajoute pas deux noms à la génération d'après. Oui, C'est-à-dire qu'on le maximum, c'est deux noms, parce que sans ça, on va tous finir comme des malgaches avec des noms de famille à rallonge et on ne va plus rien y comprendre. Mais en tout cas, maintenant, c'est acté, ça, le fait qu'on puisse... Oui, il n'y a aucun... Le gay peut tout de suite donner les deux. Tout à fait. Si elles parce sont qu'effectivement... Si elles sont mariées. Alors c'est ça que toi... Pour ce qui est de l'enfant, oui. Pour l'enfant, il faut que... Encore que si elles ne sont pas mariées, je sais pas. Après, il y a le nom d'usage, ça dépend. Après, il y a le nom d'usage. Il y a le nom d'usage. Mais en tout cas, si les personnes sont mariées, oui, là c'est... Et est-ce qu'il faut un acte d'adoption pour le... Oui, alors ça c'est la partie un peu désagréable de la loi sur la PMA. C'est qu'il a fallu... Enfin, c'est pas la meilleure solution qui a été retenue. Enfin, voilà, ça a été un grand débat en coulisses. Et c'est parce que du coup, les couples lesbiens qui ont recours à la PMA, la mère qui ne porte pas l'enfant, il faut qu'elle l'adopte. Qu'elle l'adopte. C'est quand même... des tribunaux. Voilà. C'est un petit peu aussi... Alors j'espère que ça n'est que formel. Oui, là c'est plus formel. Mais n'empêche quoi. Il me semblait qu'elle pouvait faire une déclaration anticipée de parentalité en mairie. Oui, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait l'adoption derrière. Pourtant, si elles sont mariées, pour moi, il n'y a pas l'adoption derrière. Si elles sont mariées. Pour moi, si elles sont mariées, mais en tout cas, non, justement, c'est pas. Il y a une différence entre les couples hétéros et les couples homo là-dessus. Il doit rester une différence. Et je suis pas sûr qu'elle soit. Enfin voilà. Bon, c'était aussi pour pas complètement piétiner la présomption de paternité, qui reste une espèce de totem juridique par ailleurs contestable, mais. Et Anne Terry en parle d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et donc bon, c'est un compromis qui a été trouvé, mais qui n'est pas forcément le meilleur. Idéal. Mais après, il n'y a aucune loi qui est inscrite dans le marbre, donc tout ça peut... Enfin, il faut aussi se placer dans l'idée que les lois évoluent, que c'est logique que les lois évoluent, parce que la société évolue, et voilà. Et la loi sur le Pacs a grandement évolué. Et la loi sur le Pacs a grandement évolué. Le Pacs d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir, par les fondements, mais il a beaucoup évolué. Ouais. Ça avait été, enfin, le compromis avait été, il avait fallu en rabattre un peu sur 2-3 trucs, et voilà. Donc, mais tant mieux que ça ait... Alors il a évolué aussi dans le sens de dire, on va leur donner ça, comme ça ils ne viendront pas nous embêter sur le mariage. Voilà, mais ça, la stratégie, ça n'a pas marché, ça a été un peu la stratégie de Sarkozy fut un temps. De dire, ça n'est pas un échec, mais ça n'a pas marché. Voilà, on va donner tout, le Pacs, ça sera tout comme le mariage, sauf la parentalité, et comme ça, ils ne viendront pas trop nous embêter. Eh bien non, parce que le sujet qui nous intéresse, c'est la parentalité. Et donc, tu parlais sur l'évolution, sur la question autour du genre. Ouais. C'est vrai qu'on ne parle plus de GPA. Oui, et les associations LGBT+, moi, il me semble que c'est un débat compliqué. Mais ça reste aussi dans le débat. C'est un débat qui est compliqué aujourd'hui, parce que... comment dire ? Parce que... c'est tel qu'il est vu. Alors, comment dire ? Il y a une réalité sociale. La réalité sociale, c'est que la majeure partie des couples qui ont recours à l'étranger à la GPA sont des couples hétérosexuels qui, pour des raisons médicales, ne peuvent pas avoir d'enfant, ou que la femme ne peut pas porter d'enfant, enfin voilà. Ça, c'est la réalité sociale. La réalité du débat, c'est que quand on parle de GPA, on parle de deux mecs qui veulent avoir un enfant. Et on ne va pas s'en sortir comme ça, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus tenable, ça. Ça aurait peut-être été tenable il y a 15 ans, mais aujourd'hui, après MeToo, on voit pas deux mecs, on voit pas la revendication
socialement, c'est très compliqué à porter. Il me semble. Je parle enfin voilà, je réfléchis un peu tout, mais il me semble que c'est très compliqué à porter comme revendication. Parce que finalement, enfin, je veux dire, si on y revient, c'est 2 hommes qui veulent avoir recours à une femme pour avoir un enfant, quoi. Bon. Aujourd'hui, je vois pas comment on peut s'en sortir. Mais ça reste un débat, parce que, au fond, ce qui reste, enfin, là où on peut progresser, c'est d'admettre qu'enfin, un projet parental, ça peut engager plus de 2 adultes. À des rôles différents, mais ça peut engager plus de 2 adultes. En vrai, c'est déjà le cas dans toutes les familles recomposées. C'est-à-dire, dès qu'on a... le nombre d'enfants dans ce pays qui ont un papa, une maman, beau-père, belle-mère, ou plus, ou voilà, bon, ils s'en portent pas, enfin voilà, il suffit de s'organiser entre adultes, c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, mais il faut admettre ça. Et la GPA s'inclut là-dedans, oui, parce que après, la GPA, si c'est la question, c'est possible, comment dire, scientifiquement c'est possible. Donc la question n'est pas, est-ce qu'on va ou pas faire la GPA? Là, la science y a répondu, voilà. La question est, nous, qu'est-ce qu'on en fait? C'est notre choix, il réside là. C'est-à-dire comment on s'organise pour que ce soit quelque chose... Est-ce qu'on encadre ou on n'encadre pas? Voilà. Est-ce qu'on laisse sauvage? Si on n'encadre pas ou qu'on interdit, purement et simplement, vous ne tracassez pas, ça se fera quand même. Allez plutôt à l'étranger et plutôt en mode non contrôlé probablement. Si on encadre, si on trouve le cadre, et il y a des pays qui se sont un peu avancés là-dessus quand même, enfin qui ont réfléchi, enfin, il y a des réflexions en cours d'ailleurs, hein, voilà, d'abord c'est une femme qui a déjà des enfants, enfin parce qu'il faut évidemment pas que ça puisse être un substitut à un métier, parce que c'est... Voilà. Il faut pas non plus... Enfin, je sais qu'il y a des solutions, il ne faut pas qu'il y ait d'échange d'argent direct entre les parents d'intention et la femme qui porte l'enfant. Donc ça suppose d'avoir une structure intermédiaire publique qui reçoit... Qui encadre, qui reçoit, qui fait l'intermédiaire. Mais en tout cas, il n'y a pas d'échange d'argent direct entre les deux. Enfin, il y a tout un tas de précautions à prendre. C'est une vraie question éthique passionnante, hein, d'organiser. C'est pas une question éthique. Enfin, la question éthique, elle n'est pas est-ce qu'il faut avoir recours à la GPA ou pas. La question éthique, elle est comment on organise intelligemment et respectueusement ce mode de procréation. Mais il faut admettre que c'est un petit peu complexe quand même. Et puis qu'on va rencontrer quelques résistances sur notre chemin. Ça va être un peu... Du coup, la GPA, alors, moi, vous avez connu le militantisme pour le PAX, et puis voilà. Moi, je serais plus sur le militantisme pour la GPA, parce que justement, je me dis, après avoir fait, entre guillemets, peut-être... ou peut-être pas, le deuil pour le PAX, le mariage, l'accès à la parentalité, il se rajoute le deuil de la filiation génétique. C'est-à-dire que, si j'entends bien, c'est-à-dire que limite, au mieux, là je parle juste pour un couple homosexuel homme, voilà, au mieux, pour 2 hommes, en l'état actuel des choses, ça serait l'adoption. L'adoption ou la coparentalité. Moi je connais des gens qui ont fait des projets. Je crois que j'ai épinglé un article sur la page Facebook, c'était un témoignage d'un couple qui avait opté pour la coparentalité. Ouais. Et je crois que le statut de beau-papa, du deuxième papa, oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de statut du beau-parent. C'est vrai. Au mieux une adoption simple, mais c'est... Mais parce que il faut... Moi, je suis d'accord, hein, moi, je suis pour la GPA, je suis pour l'encadrement de la GPA. Enfin, je pense qu'il faut, voilà, on peut pas laisser cette question en déshérence. Ce serait. De toute façon, elle existe. On n'arriverait pas enfin, c'est pas sérieux. Faut s'y coller. Il faut trouver la bonne organisation. Et encore une fois, il y a des pays qui ont avancé là-dessus et qui arrivent à des systèmes qui sont respectueux. Et effectivement, il faut se protéger, il faut pas que ça devienne un marché, et là je suis 100% d'accord, enfin je veux dire, c'est pas... la question n'est pas financière, c'est pas une marchandise, enfin voilà quoi, bon,
Faut trouver les moyens. Et c'est un beau défi parce que c'est une vraie réflexion sur ce qu'est notre société et comment elle fonctionne. Hein. Enfin, c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose. Malheureusement, je pense qu'il faut se donner un peu de temps. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut procrastiner, mais il faut se donner du temps parce qu'il va falloir réfléchir beaucoup à plusieurs pour trouver le bon système qui respectera toutes les parties prenantes. Et il me semble que l'une des voies qu'on peut emprunter, c'est de faire progresser l'idée que j'évoquais tout à l'heure, qu'un projet parental, ça peut être plus de 2 personnes. On vit dans ce truc-là depuis assez longtemps. Et encore que si on remonte franchement loin, je suis sûr qu'on doit trouver des modes d'organisation familiaux ou dans d'autres cultures. Enfin, je sais pas, moi, si je me reporte dans ma famille de paysans creusois, il y avait au moins déjà 2 générations dans la maison, donc moi, quand j'écoute ma mère, elle a aussi été élevée par sa grand-mère. Enfin, elle avait ses 2 parents pourtant, hein, mais elle a été aussi élevée par sa grand-mère. Enfin voilà. Donc bon, mais qu'on sorte de cette fiction que c'est le projet parental, c'est forcément 2, voilà. Parce que évidemment, quand on dit que c'est plus que 2, les plus réacs s'imaginent qu'on veut organiser une partouze. C'est pas ça le sujet. Ou la polygamie ou le truc. C'est vraiment pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a plus de 2 adultes. Et chacun avec des rôles très divers, mais voilà, ça peut arriver et c'est vraiment pas si rare. Samir, pour finir. Tu dis que c'est un projet, c'est un peu la multiparentalité, enfin, ou projet de plusieurs personnes qui gravitent autour de l'enfant ou des enfants. Ça veut dire que la femme qui a porté l'enfant, imaginons qu'elle soit à l'étranger, etc., doit être incluse dans l'éducation. Non, elle doit être reconnue à sa place. Et la femme qui a porté l'enfant n'a probablement pas envie d'être impliquée, mais elle doit être reconnue à sa place. Elle a eu un rôle, celui de porter l'enfant. Elle ne doit pas être niée. Elle ne doit pas être cachée, niée. Enfin, voilà. Il faut juste qu'on fasse cette mécanique-là, de comprendre que, d'admettre que et de s'organiser pour ça, quoi. À chaque fois qu'on a reçu des couples ici, et y compris pour l'enfant, pour pouvoir être cash avec l'enfant. À chaque fois qu'on a reçu des couples de garçons qui sont passés par la GPA, c'est ce qu'ils expliquaient, c'est qu'ils avaient gardé des liens, surtout au début. Alors des fois, vrai, quand les enfants grandissent, souvent ça se distend un peu, et puis peut-être que ça reviendra quand l'enfant aura compris son histoire et voudra peut-être reprendre contact avec cette mère porteuse, cette mère, mais elle existe en fait. C'est comme si avant, dans l'adoption, on faisait comme si on avait adopté, mais on faisait croire à l'enfant qu'il était issu... C'est comme autrefois avec les nourrices. Oui. Enfants qui tissaient des... Mais exactement. Mais voilà. La mère de lait. Et puis franchement, enfin moi je parlais de ma famille dans la Creuse tout à l'heure. Il y a aussi des histoires. Enfin, moi, mon grand-père, il a voulu refiler... Mais vraiment, enfin, il a voulu refiler ma tante qui était enfant à son frère qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et c'est ma grand-mère qui lui a dit « Mais rêve, gars, c'est ma fille, elle reste là. » quoi. Dans les familles, ça s'organisait comme ça, des histoires. campagne. Il a rien inventé, mon grand-père. Hein. C'était des pratiques aussi. Hein. Donc, et les mères-filles, et qu'est-ce qu'on faisait de ses enfants Donc si on peut, si on peut progresser aussi dans la conscience que rien n'a jamais été simple dans les familles et que globalement, plus on respecte chacun des intervenants, enfants compris, et plus on raconte la vérité à l'enfant, mieux tout le monde se porte, quoi. Enfin, moins on est dans la... Et surtout, moins il y a de secrets de famille. Parce que voilà, ce qui était délétère, c'était les secrets de famille. Oui. En fait, ça se faisait, mais comme tout était caché, il y avait des secrets de famille. Et après, les trucs, on découvrait, 30 ans ça plus tard, et vous explosait. savez pas d'où ça vient. Alors que là, il faudrait qu'il y ait de la transparence, enfin, en tout cas, une vérité autour de ça. Oui, avec beaucoup de sérénité, enfin, je pense, il faut beaucoup de sérénité autour de ça. Mais ça passe, en effet, par l'idée que... Des fois, c'est 2 personnes, mais des fois, c'est plus de 2, et c'est pas dramatique, il suffit de s'organiser. Et on est d'accord sur le fait que ça semble pas la priorité des associations LGBT+, en ce moment, la GPA, clairement, c'est clair. Parce qu'il y a un autre biais aussi qui complique un peu.
De bavarde, non, ça va. Il y a un autre biais qui complique un peu. Je disais tout à l'heure, alors je l'ai peut-être exprimé maladroitement, mais en tout cas, moi, je crois que c'est un truc compliqué aujourd'hui pour des raisons heureuses. C'est-à-dire parce que on est dans un moment, et il était temps, où la place des femmes est en train de changer beaucoup, et tant mieux. Voilà, donc du coup, voilà. L'autre chose, c'est quand même que globalement, d'abord ça concerne très peu de gens, donc ça va être compliqué de faire nombre. Et puis il y a une réalité économique qui fait que ça concerne une certaine catégorie sociale. Donc voilà. Tout ça complique nécessairement le débat, quoi. Le débat. Moi, j'ai pas de problème moral avec le débat, mais tout ça complique nécessairement le débat. Alors, je vais en poser un. Ouais. Très large, mais alors là, je pars très loin, je peux dire. Oula. Mais, une autre possibilité, avec l'évolution, on va dire, les évolutions scientifiques, ouais. On peut pas nier, il y a une inégalité, je veux dire, biologique, c'est que la femme possède une matrice qui permet naturellement d'accueillir, par exemple, la part du manque de sperme, des spermatozoïdes et de procréer. L'inverse n'est pas vrai. Mais avec les avancées technologiques, nous on est capable de faire des organes en 3D. Est-ce qu'un jour, il n'y aurait pas la possibilité, mais ça pose des questions éthiques, évidemment, essentiellement, la possibilité d'avoir une banque d'ovocytes, mais à destination qui soit portée non pas par des femmes, mais par, on va dire, plus artificiel. Oui, un organe artificiel. Oui, il y a Ça viendra. Oui. Voilà. Mais je pense que tout ça doit nous inciter surtout à se dire que on est dans des sociétés où il y a un très fort enjeu autour du débat bioéthique. Et autour d'un débat bioéthique qui n'est pas un débat punitif, qui est vraiment authentiquement un débat un peu à la mode. Là-dessus, je trouve qu'on a un bon exemple de ce qui s'est fait, c'est pas souvent que je dis du bien de Macron, de ce qui s'est fait sur la Convention citoyenne sur la fin de vie. Alors je sais pas ce qu'il va en faire d'ailleurs, parce que comme d'habitude, il a aussi l'habitude de faire des trucs et puis de s'asseoir dessus derrière. Mais en tout cas, si on prend ce qui a été fait sur la Convention citoyenne, ça a l'air assez exemplaire. Enfin, il se trouve que voilà, ça s'est très bien passé, qu'il y a des gens qui sont arrivés avec des avis très très tranchés, qu'ils ont discuté ensemble, ce qui manque un peu dans cette société aussi. Voilà, qu'ils ont accepté de discuter, donc accepter de discuter avec des gens qui n'ont pas le même avis qu'eux, sans pour autant se sentir... voilà. Et accepter d'éventuellement de changer. Mais en tout cas, et moi je pense que toutes ces questions-là que tu évoques, ça nous dit que l'enjeu bioéthique, c'est un enjeu très important du débat démocratique et qu'il faut vraiment qu'on se l'approprie, parce que sans ça, il va se passer quoi ? La science va continuer à avancer, on va cavaler derrière, on va dire « Ah, quelle horreur, mais maintenant, on peut vous rendre compte, les hommes peuvent être enceints. » Et puis alors, ça y est, ça va être un truc... voilà. Donc, le mieux, c'est d'essayer de prendre un peu d'avance et de se dire, voilà, comment on gère ça, comment on appréhende ça, dans quelle direction on a envie que ça aille. Enfin, c'est des questions qu'on peut légitimement se poser, on est dans une démocratie. Enfin, et puis on n'est pas tout seul dans le monde à vivre dans une démocratie. Voilà, approprions-nous ces questions-là et posons-les. Mais voilà, il vaut mieux se les poser avant qu'après, quoi. Ça vous paraît de la science-fiction quelque part pour l'instant, mais ça va avancer très très vite. Ça avance vite, oui. Technologie, effectivement. Et puis dans ce cas-là, il n'y aura pas la question du statut de la femme qui a porté, la reconnaissance. Il n'y aura pas le sentiment peut-être, je m'avance, je parle pas, mais de certains d'être dépossédés du projet de parentalité en faisant de la coparentalité qui n'est pas voulue, mais qui est le seul échappatoire pour atteindre la parentalité. Voilà. Mais je pense, moi, ça dit que la question bioéthique, elle doit être dans le débat démocratique à tout prix. Parce que quelque part, juridiquement, je ne vois pas d'opposition, puisqu'il suffit de ne pas reconnaître le genre. Si on va dire on abolit les genres, après tout, du coup, ça donne des droits à tout le monde, selon les possibilités, soit biologiques, naturelles, soit aidées un peu par la médecine, soit carrément un peu artificielles, mais on va dire que ces avancées-là, et je pense qu'effectivement, c'est la façon de voir les choses. Mais on voit le tollé qu'a soulevé l'homme trans qui a porté les enfants parce qu'il avait gardé son utérus.
je veux dire, ça fait un tollé alors que c'est naturel, là, pour le coup. Enfin, c'est pas naturel qu'il soit... Enfin, quand il a fait sa transition, c'était pas tout à fait... Mais en tout cas, oui, c'est de fait, ouais. Mais, c'est... C'est juste une question de... Oui, mais ça a fait un tollé, mais en même temps... médias. Oui, non, ça a fait un tollé parce que l'image est frappante. C'était le premier. Enfin, en tout cas, c'était le premier en France. Voilà. Marie-François. C'était le premier en France, oui. Il y en a une deuxième. Je crois qu'il y a eu un deuxième. Oui. Une deuxième. C'est pas... Mais parce que ça vient bouleverser nos habitudes, nos certaines certitudes, mais aussi surtout nos normes et nos habitudes. Et qu'à un moment ou à un autre, il faudra du temps pour... Mais ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois, on revient au patriarcat quand même. Ah bah oui, ça c'est ça. Encore une fois, c'est une espèce de choses tranchées entre les gens, le sexe, et les femmes sont faites pour les enfants, les hommes ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est vraiment cette chose, cette attribution donc sociale, alors que le genre ne devrait pas le faire. Et comme c'est même possible maintenant pas. Alors justement, il y a aussi des intersexes, on en parlait un tout petit peu, mais là aussi ça ouvre des possibilités, donc ils sont là et on n'en parle jamais. Et en plus on est utile, donc c'est affreux. Mais s'il n'y avait pas... Je pense qu'effectivement, tout vient du fait qu'on veut mettre les gens dans des cases. Oui. La case à la naissance. 1 et la case 2. M et F. Voilà. Et du coup, il y en a qui ne sont pas dans les cases. Alors, moi, je ne veux pas de case 3, moi, je ne veux pas de case 1 ni 2. C'est encore aussi... Ni 0. Ni 0, ni rien, quoi. Il suffit. De toute façon, qu'est-ce que ça apporte, cette case-là? C'est la loi. C'est exactement ce que me disait... La loi, maintenant, on a le droit à tout. Bon, le fait de porter des enfants, il y a des femmes qui sont stériles, qui n'ont pas d'utérus, de toute façon... C'est des femmes quand même, enfin voilà. Donc, c'est... pour tous. Mais effectivement, il y a un ancien député qui me disait, moi j'attends toujours qu'on me démontre en quoi on a besoin d'inscrire la mention du sexe à l'état civil, à part pour faire les listes aux élections, les listes de candidats aux élections. On peut essayer de trouver un autre système, s'il y a vraiment que ça. Parce que pour le coup, la place des femmes dans la vie démocratique est importante, mais c'est le seul moment où on s'en sert. Tout le reste, à quel moment c'est... Il y avait des métiers qui étaient interdits aux hommes et des métiers qui étaient interdits aux femmes, mais c'est quasiment plus le cas maintenant de toute façon. Et puis, il y a les rares métiers, je crois que les femmes n'ont toujours pas accès aux sous-marins dans l'armée. En plongée, en mission, je crois pas. Si, maintenant ? Ah, ben oui, il me semble que j'ai vu. C'est passé aussi. Voilà. Juste avant, elle était dans un... Donc, parce que, promiscuité pendant 4 mois ou 6 mois, mais ça reste des soldats, puisque de toute façon, normalement, à l'armée, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de sexe à l'armée. Bon, voilà, mais c'est vrai que ça peut être un des débats. Ça peut être un des débats l'Allemagne avait ça aussi, c'est une autre question. C'est non, mais je saisis la balle au bon quand tu dis il n'y a pas de sexe à l'armée. Ça aussi, c'est une autre question, c'est d'intégrer la réalité d'intégrer la sexualité dans la réalité humaine, quoi. Enfin, voilà. Il ne s'agit pas de faire que ça, mais le fait est que longtemps, l'armée, comme tous les lieux d'enfermement, enfin comme tous les lieux de l'armée, c'est pas un lieu d'enfermement, mais c'est un lieu où on est un peu contraint. Forme de privation. Voilà. Il serait bien aussi de penser que quand des gens sont contenus dans un endroit, c'est pas pour ça que la sexualité disparaît. Enfin, c'est une dimension de la réalité humaine, la sexualité. Et ça vaut pour les prisons, ça vaut pour les EHPAD, ça vaut... Enfin voilà, Pour l'église. Oui, ça vaut pour l'église, et puis ils gagneraient à se détendre un peu pour faire moins de conneries. Les femmes dans l'ISF. Donc comme mieux clos, oui, tout à fait. Je pensais à l'impôt et Mais non, mais c'est tout. La question, c'est juste de le penser, de l'admettre et de le penser. De toute façon, plus on gratte, plus ça soulève des questionnements. Ouais. Par exemple, la coparentalité. Imaginons, là on part du postulat que c'est... allez, je pars sur le postulat, un couple d'hommes gays qui le font avec une femme, peu importe son orientation sexuelle, d'accord, pour porter ce projet. Mais imaginons quelque part que cette coparentalité, en fait, maintenant, ça s'inscrit dans un trouble ou du polyamour, par exemple. Après, ça soulève quoi comme questionnement? Ça soulève d'autres questionnements. Ça questionne après la monogamie.
la polygamie. Ben oui. C'est sans fin, en fait, les questionnements. transmission. Ça, je vais loin, mais exprès. Mais en fait, quelque part, rien n'empêche que dans le choix de la coparentalité, à moins qu'on ne puisse pas choisir la troisième personne dans la coparentalité, j'en sais rien. Je ne sais pas si non. on arrive avec les trois personnes. Alors, ça reste... C'est le beau-parent, après ça dépend s'ils sont mariés, pas mariés, enfin, tout est compliqué. Ça touche la transmission du patrimoine. Oui, c'est ça. De toute façon, il faut se dire que le truc qui est compliqué en France, et pas que en France, c'est la question du patrimoine. C'est la succession. Alors, ça veut dire que la moitié de la société n'est pas concernée, par ailleurs, parce qu'il y a à peu près la moitié qui n'ont aucun patrimoine. Donc, voilà. Mais, alors ça, c'est le truc, quand même. C'est pour ça qu'on nous disait, au début des années 90, je me souviens d'un rendez-vous au ministère de la Justice avec un juriste absolument... il paraît que c'était un monument et tout. C'était un conseiller du ministre de la Justice de l'époque. Et on sentait bien que le truc, voilà, sa question n'était pas morale. Mais on touchait au régime du patrimoine et ça, c'est quand même pas... Voilà, il ne faut pas y toucher. Bah si, on va y toucher et puis on va s'en remettre surtout. Voilà. Et je vous propose d'en rester là, mais bon voilà, le bar est ouvert et là. Mais on va en rester là, merci beaucoup Denis. Merci de m'avoir invité. De ces échanges. Et de cette discussion. Je ne peux que vous encourager à lire cet ouvrage, donc qui est à votre disposition à l'achat auprès de notre cher ami Bertrand de la librairie Amaury. Et vous avez aussi Denis en cadeau. Vous a ramené un certain nombre d'exemplaires de Loi du 6 août 42 qui est donc là sur la table en cadeau gratuit. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et puis toujours celui sur l'incroyable histoire du Pax 20 ans après que j'ai, alors qui est peut-être à la bibliothèque, je ne sais pas si c'est à la bibliothèque, mais en tout cas on l'a ici. Moi je l'ai. Voilà. Merci, à bientôt. Merci.